Donc, nous sommes très heureux de conclure avec Charles Bertucci, qui va nous parler d'un point de vue EDP au sujet de questions qui concernent les matrices aléatoires. Je ne suis pas bon pour la traduction simultanée. Merci beaucoup, Charles. Merci bien. Merci Raphaël pour l'invitation. Donc, je suis très content de pouvoir vous parler de ces travaux. Je suis un peu, c'est toujours un peu devant une nouvelle communauté. Je, je vais passer un peu plus tard, mais j'avance sur les orteils. Donc, si jamais il y a des trucs qui vous plaisent pas ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à lever la main. Donc, il y a essentiellement, je vais parler de trois travaux dans cette présentation. Donc, on a été fait avec Laurent Debat, Jean-Michel Astry, Pierre Williams et Takis Souganis. Et pas tout le monde n'a pas participé. Non, enfin, quelque part, c'est le syndrome de l'imposteur. Je me sens obligé de justifier pourquoi est-ce que je me suis mis à faire des matrices aléatoires. Je faisais des choses assez différentes. Et en fait, c'était surtout de la curiosité. On est tombé sur cette littérature et on a vu comme comment dire, les équations dans les probabilités libres qui ressemblent, des EDP qui ressemblaient aux EDP de la chaleur pour des espèces de mouvements browniens libres. Donc, ça nous a intéressé. On avait beaucoup de mal à comprendre l'épreuve et du coup, on s'est dit qu'on allait le refaire et on a commencé par l'épreuve qui était là où il y avait des EDP dans les matrices aléatoires. Donc, c'est un peu un nouveau regard, si on veut, sur beaucoup de résultats qui sont quand même connus. Donc, je vais me concentrer ici sur le mouvement brownien de Dyson. Donc, d'abord, je vais rappeler un peu ce que c'est et la limite champ moyen, même si j'imagine que pour beaucoup, c'est connu. Après, je parlerai d'une propriété on l'a appelée dominance spectrale, mais c'est quelque chose qui était assez connu, c'est des propriétés de comparaison sur le spectre. Et en fait, à partir de ça, je vais expliquer comment, en utilisant notamment la théorie des solutions de viscosité, on peut tirer de cette propriété de la stabilité sur ces équations, sur le dp limite, et comment est-ce qu'on peut se servir de cette stabilité-là pour avoir des résultats sur le système de particules. Et à la fin, je parlerai un peu de grandes déviations pour ce genre de système. Ok, donc le mouvement brownien de Dyson, donc je prends des browniens indépendants, WIJ, je regarde la partie symétrique. Et donc, essentiellement, les valeurs propres de A, Dyson a montré qu'elles satisfont en loi un système de DS de cette forme. Et donc, on voit qu'il y a eu une répulsion, une force de répulsion. D'accord? C'est bien le lambda I moins lambda J. Donc, quand lambda J est plus grand que lambda I, le drift est négatif. Et si la valeur propre qui est plus grande que vous, elle fait descendre. Donc, bien sûr, le spectre est réel. Donc, on a ce système de DS qui est assez pardon, qui est ce qu'il est. Donc, il y a une petite singularité, mais la singularité, en fait, comme elle est répulsive, bah, on ne s'attend pas à ce qu'elle pose tant de problèmes que ça. C'est pas, il y a des gens qui regardent des modèles de type Keller-Segel ou quoi, où les particules viennent s'attirer, et là, on a beaucoup de problèmes. Donc ici, il faut juste faire attention qu'il n'y ait pas trop de bruit pour qu'il n'y ait pas beaucoup de collisions. Et donc, normalement, je sais plus si c'est racine de 2, je crois que c'est ça, peut-être c'est 2, mais je crois que c'est racine de 2, qui est le niveau un peu critique de bruit pour lequel il n'y a pas de collision. Donc le brownien n'est pas assez fort pour faire en sorte que deux valeurs propres se trouvent. Donc normalement, pour un système comme ça de DS, presque sûrement, il n'y a pas de collision. Donc on est dans un cadre assez classique. Disons. Donc moi, je vais vouloir passer à la limite quand la taille de la matrice devient grande. Donc bah, au lieu de regarder le spectre de A, je renormalise. Donc le bon scaling, c'est 1 sur racine de n. Pour me faire apparaître ce terme en 1 sur n devant la somme. Bon, j'ai n moins un terme dans la somme, mais c'est pas très grave. Et donc, on voit que a priori, le bruit va disparaître à la limite. Et donc, dans la limite n tend à l'infini, quel est l'objet auquel je m'attends à voir? Donc, je regarde la mesure empirique. Et, et donc, je m'attends à ce que ça converge vers cette équation. Donc, je vais appeler, enfin, je suis pas le seul, je pense, mais l'équation de Dyson. Et donc, c'est une équation de continuité, si on veut. Et le terme h de n, qui va représenter la singularité dans mon interaction, dans mon système de DS,
c'est juste la transformée de Hilbert, d'accord? Donc, vous prenez une mesure M, et vous regardez ce terme, là. Donc, il n'est pas très bien défini sur des mesures, mais il n'est pas si singulier que ça. Ok. Essentiellement, vous pouvez le regarder au sens de distribution. Et toute l'idée, c'est que, en fait, la transformée de Hilbert, c'est simplement, vous le définissez avec la distribution comment dire, partie principale de 1 sur x. Et donc, en fait, c'est juste, on utilise l'argument que si j'enlevais le m, si j'intégrais toute la mesure de Lebesgue, je dirais que l'intégrale fait 0, parce que la fonction 1 sur x est impaire. Et donc ça, je m'en sers pour, ici, vous voyez, si à la place du m, je remplace par une fonction phi qui est régulière, ben, je vais juste rajouter moins phi de x, et je vais dire que l'intégrale en phi de x, donc c'est comme si je faisais sortir le phi de l'intégrale, parce qu'il dépend pas de y, que ce terme-là, il fait 0. Mais en réécrivant l'intégrale comme ça, pour une fonction phi qui est régulière, ben, ce terme-là arrête d'être singulier. Donc la transformée de Hilbert, c'est un objet qui est assez bien connu. Et on voit que dans l'équation, le fait que le bruit tende vers 0 ici, ça se traduit par le fait que je ne vais pas avoir de termes du deuxième ordre dans mon EDP. Les termes d'Ito vont disparaître avec nous. Et le H de n, donc, c'est juste la force que subissent mes particules. Donc ça, c'est le dp limite. Du Tesla. Ouais. Tu dis quelque chose sur la condition initiale d'un système? Là, pour l'instant, rien. La condition initiale, c'est juste une mesure de proba sur R. On n'a pas besoin de supposer quoi que ce soit. Et en fait, on verra un peu plus tard dans l'exposé qu'il y a des effets régularisants. Donc, tu pars de n'importe quelle mesure et instantanément, tu as une norme, ta densité, enfin, la mesure a une densité cette densité est bornée. Donc c'est vraiment l'idée que ce terme régularise, quoi. Cette répulsion nous aide. Bon, quelques observations. Du coup, la limite, elle est déterministe, donc c'est agréable. Il n'y a pas de viscosité, comme je dis. Bon, c'est une équation, donc c'est une EDP, mais j'ai que deux variables, j'ai le temps et R qui est une variable réelle. Et donc, comme je l'ai dit, la transformée de Hilbert n'est pas trop singulière. Donc, si je suis sur des espaces LP, pour P différent de 1 et l'infini, je vais de LP dans LP. Bon, évidemment, j'ai des problèmes dans L1. Je suis juste dans une fonction dans BMO, mais bon, c'est faire un peu attention. Et donc, on a des solutions explicites pour cette EDP. Par exemple, quand je parle d'une masse de Dirac, c'est la loi du demi-cercle qu'on connaît assez bien. Je peux faire plusieurs calculs avec la transformée de Fourier. Il y a aussi, je ne vais pas trop en parler, mais bon, pour ceux qui connaissent, cette équation, c'est un flot de gradient. Donc, c'est associé à une énergie naturelle. En termes physiques, c'est comme si je disais que cette interaction H de n, ben, ça dérive simplement d'une énergie. Et donc, étant donné cette énergie, cette équation est comme une descente de gradient pour le système de cette énergie. Et donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de dire d'essayer d'avoir une approche un peu plus systématique et un peu plus EDP sur ces équations pour pouvoir en fait un peu les généraliser. Et donc, c'est si maintenant je rajoute un drift, par exemple, donc juste, c'est comme si donc je rajoute un B de xm dans mon EDP, et ça, au niveau de mon système des lambda I, c'est mettre une force de rappel, par exemple, ou une force qui va réagir sur mes particules. Et donc, bah, la plupart des propriétés restent les mêmes, mais j'ai plus de solution explicite. C'est embêtant. Et en fait, tout ce qui est un peu des calculs type transformée de Fourier pour essayer d'attaquer le DP, ben, ça devient compliqué puisque ce genre de terme, si le B n'est pas constant, ben, en fait, c'est l'idée que la transformée de Fourier, ça ne commute pas très bien avec le produit. Et donc, je me retrouve à faire des hypothèses très fortes sur les coefficients de Fourier de B, alors que bon, normalement, je n'en ai pas particulièrement besoin. Et après, bon, après, on peut regarder des trucs encore plus compliqués, où là, j'ai changé le H, c'est plus la transformée de Hilbert, c'est un autre opérateur, un peu plus général, on verra plus tard. Donc, je pourrais me donner un autre opérateur qui n'est pas trop singulier, qui vérifie les mêmes propriétés. Si vous voulez, je pourrais poser la question, pour quelle classe d'opérateurs est-ce que je peux toujours avoir des résultats? Et le drift, maintenant, bah, il pourrait dépendre dans une façon non linéaire de la mesure elle-même. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Et donc là, bah, il reste même la structure de flot de gradient disparaît et il n'y a plus grand-chose. Donc ça, c'est vraiment des questions un peu EDP classiques sur ce genre de choses.
Et donc, nous, on s'est dit, bah, si j'avais une EDP comme ça, comment est-ce que je ferais pour la résoudre? Parce que la plupart des techniques qui étaient connues sur le DP initial étaient très, disons, calculatoires. Donc, je fais un peu, enfin, je vais pas faire toute la revue de littérature. Disons que le cas de Dyson, le cas pur que j'ai décrit, il est très bien compris dans la littérature. Et sur cette équation, on n'a pas la prétention de prouver des résultats beaucoup plus, pas mieux que ce qui existait déjà. Donc, il y a pas mal de gens qui ont compris des choses, notamment des gens ici. Et donc, il y a des cas, donc le cas de Wishart, où je regarde plus des matrices réelles, mais je regarde, quand je regarde plus des matrices juste symétriques, mais je vais regarder une matrice XX transpose, donc l'interaction elle est un peu différente. J'ai le même genre d'équation, elle change un petit peu, il y a aussi des résultats. Bon, il y a des cas un peu plus généraux, il y a ce papier de Lily et Xi où ils ont regardé des drifts un peu plus généraux, il y a d'autres résultats quantitatifs. Évidemment, il y a plein de gens, enfin, il y a des gros liens avec les probabilités libres, et ici, je veux pas en parler. Donc, pardon, il me semblait que j'avais un slide, j'ai perdu, peut-être que j'ai mis au mauvais endroit, je cherche. Bon, on reviendra peut-être dessus plus tard. Euh, C'était pour motiver un peu le pourquoi regarder des équations comme ça plus générales. Je pense que je reviendrai dessus dans un moment. Pourquoi s'intéresser à. On pourrait dire, bon, c'est très bien de se poser des nouvelles questions sur des EDP avec des coefficients plus généraux, mais bon, à quoi ça sert? Donc, je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Donc, là je vais parler de cette propriété de domination spectrale qui est assez élémentaire, qui était clairement identifiée dans la littérature. Et juste, on va essayer de l'utiliser pour aller un peu plus loin. Donc, cette propriété, c'est quoi? C'est de dire que si je reviens au niveau du système de particules et je considère deux solutions fortes du système, donc deux solutions fortes, ça veut vraiment dire que je prends des lambda i et des mu i, et qui sont solutions avec les mêmes mouvements browniens. Et donc, si je peux les comparer à l'instant initial, donc qu'est-ce que je veux dire pour les comparer? C'est que pour chaque i, les lambda i0 sont plus petits que les mu i0. Ben alors, cette comparaison, elle se propage en temps. Ça, c'est une remarque, je crois qu'elle avait initialement été faite par Signadi pour le cas plutôt type Wishart. Et ça servait pour montrer que le système de DS était bien posé. Donc la preuve de ce résultat, elle est très, très élémentaire. Donc, c'est simplement, on en prend deux. Je prends ces deux systèmes, je définis la différence W, et en fait, comme c'est des solutions fortes, si je vais regarder l'incrément dWi, ben, l'incrément brownien, il a disparu. Parce que, d'accord, si je regarde les systèmes de DS, ici, si vous prenez des lambda i moins des mu i, ben, le dBi, il saute. Et donc, il me reste juste les termes d'interaction. Donc, bon, déjà, je sais que le WI, il est C1 presque sûrement. Parce que, je vous rappelle, il y a presque sûrement, il n'y a pas de collision dans les systèmes. Et donc, moi, ce que je vais dire, c'est juste, je vais montrer que WI, tous les WI, ils restent négatifs en fait. C'est ça, montrer que les particules je vais pouvoir propager la comparaison. Je vais montrer qu'il n'y en a pas une qui va passer devant l'autre. Et à l'instant initial, les WI, c'est le lambda i moins le mu i, sont tous négatifs à l'instant initial. Donc, je vais juste montrer qu'il n'y en a jamais un qui pourra passer positif. Donc, comment on fait ça? C'est des arguments type le principe du maximum, principe de comparaison. Donc, je vais dire, à un moment donné, s'il y a un indice I0 tel que WI0, T0 est négatif, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, à cet endroit-là, je vais juste remarquer que WI0, T0 égale à 0, ça veut dire lambda I0, T0 égale mu I0, T0. Et donc, en fait, je peux comparer les interactions. Je peux comparer le 1 sur lambda I0, T0 moins lambda I, T0. Donc, ça, c'est pour les I qui sont différents, avec l'interaction qui est là-bas. Donc, en fait, quelque part, cette comparaison me dit que je peux comparer la force que va subir la particule lambda I0 et la force que va subir la particule mu T0. Et la nature de l'interaction, notamment le fait que la fonction inverse, elle est décroissante. Alors bon, il y a un petit problème qui se passe en zéro. Donc, il faut découper ce qui se passe d'un côté de la singularité et de l'autre côté de la singularité. Mais grosso modo, elle est décroissante partout. Et donc ça me dit que je peux comparer les forces. Donc en fait, la particule lambda I0, elle va avoir une force qui est plus petite que la particule mu 0. Du coup, elle ne va jamais pouvoir passer au-dessus. Parce que dès qu'elle la rattrape, la force qu'elle subit, elle est plus petite que l'autre. Donc elle ne peut pas la déplacer. Bon, après, pour mettre un supérieur strict, c'est des petits arguments classiques. Je rajoute un delta t.
de choses standards. Et il n'y a pas de, il y a pas de, comment dire, il n'y a pas de difficulté là-dedans. Et donc, moi, ce que je voulais faire, c'est pas dire, OK, ça, c'est une propriété qui est super, et j'aimerais bien l'avoir au niveau de mon EDP. Parce que je sais que pour les EDP, les propriétés de type principe de comparaison, ça m'aide beaucoup à avoir de la stabilité. OK. Et notamment, donc ça, c'est la théorie des solutions de viscosité. Je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais c'est vraiment la théorie qui est basée sur les principes de comparaison pour les EDP. Donc, on a lu ça, il y avait Pierre-Louis dans l'histoire, donc on s'est dit qu'on allait essayer de mettre un peu de solution de viscosité. Donc, évidemment, je ne peux pas comparer deux mesures. Je peux comparer mes systèmes de particules, mais je ne peux pas comparer les mesures. Ce qui est facile de comparer, par contre, c'est les fonctions de répartition. Donc, on se dit qu'on va essayer de comparer, d'avoir un principe de comparaison, comme j'ai fait sur les particules, sur les fonctions de répartition. Donc, comment on fait ça? Je prends l'EDP que j'ai, mon EDP de Dyson. Ben, en fait, je vais juste l'intégrer. Donc, U, c'est la primitive de M, U, c'est la fonction de répartition. Et donc, intégrer l'EDP, ça se fait à vue, d'accord? Donc, la partie en dérivée temporelle, elle va commuter avec l'intégration en X. Donc, je vais juste me retrouver avec le DTU. Et ici, ben, j'intègre la dérivée. Donc, je fais juste sauter le terme de dérivée. Mais comme U est la primitive de M, ben, je sais que M, c'est la dérivée de U. Donc, simplement, j'enlève la dérivée. Et ce MHM devient un DXU, H DXU. Donc, ça, c'est l'EDP qui est satisfait par la primitive. Et c'est bon. Le calcul est quand même assez facile. Et ce qu'on remarque, c'est que cette équation, elle est parabolique. Donc, parabolique dégénérée. Donc, c'est pas évident comme ça. Hein. Mais en gros, je vais vous faire un petit calcul pour vous montrer que ça, c'est essentiellement l'équation de la chaleur. Enfin, une version un peu dégénérée, non linéaire de l'équation de la chaleur. Ah oui, parabolique, pour moi, c'est qui vérifie une bonne... j'ai une propriété de monotonie par rapport au... Comment dire, c'est comme si c'était au terme de dérivée d'ordre 2, je vais revenir un peu, mais je ne veux pas être très précis sur ce truc-là, c'est pas une terminologie. Juste, je veux pouvoir bien préserver des principes de comparaison. OK? Peut-être pas que c'est une équation d'ordre 2. Donc, le petit calcul, c'est quoi? Bah, le terme compliqué, c'est quand même le h de dxu. Donc, donc, si je prends une fonction phi qui est régulière, c'est quoi h de dxu? Donc, j'écris la définition, comme je vous ai dit, en partant du principe que le dxu est régulier. Et là, je fais une intégration par partie. Donc, bon, c'est un peu agressif, disons, d'intégrer par partie la constante dx de x que j'ai mis dans mon intégrale. Mais bon, ça, c'est la théorie des distributions qui me dit ça. Ok, si, comment dire, enfin, c'est des calculs de théorie des distributions, je ne veux pas les refaire. C'est les calculs formels, c'est ce que je trouve. Et donc, cet opérateur, ce phi de x moins phi de y sur x moins y carré, et du coup, maintenant, j'exprime en termes de phi et pas de sa dérivée. Et ça, c'est l'opérateur moins laplacien 1,5. C'est le laplacien fractionnaire à la puissance 1,5. Et moi, c'est lui dont je vous dis que lui, il est parabolique. Lui, il a le bon signe. Pourquoi parabolique? C'est comme l'équation de la chaleur. Quand je me passe à un point de minimum de phi, ben, cet opérateur, il est positif. Okay. Non, un point de minimum, il est négatif, et un point de maximum, il est positif. Pourquoi? Si je me place à un point de maximum de phi, ici, donc si le x est un point de max, bah, phi de x moins phi de y, ça va être positif. Je divise par x moins y au carré qui est positif, j'intègre, tout reste positif. Donc c'est un opérateur qui est parabolique. Donc ce terme, ce h dx, il est parabolique. Et en fait, dans le dp, je le multiplie par... Ta formule, en fait, c'est une valeur principale parce que tu utilises le fait que x moins y est impair. Exactement, exactement. J'utilise le fait que x moins y est impair parce qu'ici, c'est comme si là, j'écrivais un développement Taylor autour de x. Ouais. Et donc, j'ai un terme de dérivée d'ordre 1 qui viendrait. Ce serait un phi prime de x fois y moins x. Et lui, je dis qu'il fait 0 parce que les x moins y se simplifient. Mais c'est pas une vraie intégrale au sens. Non, c'est pas une vraie intégrale. On peut le rajouter. C'est juste un détail. Ouais. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que ça, c'est comme l'équation de la chaleur. Au lieu d'avoir un sigma, bon, peut-être un sigma de U dxu, ben, j'ai ce truc-là. Mais le U, c'est une fonction de répartition, donc il est croissant. Donc, le dxu est positif. Donc, ce terme donc j'ai expliqué qui était parabolique, ce A0, ben, il est multiplié par quelque chose qui est positif, donc il va toujours rester parabolique.
Donc, je veux bien avoir la propriété que à un point de max de U, bah, dxu h dxu, ou alors je noterai plutôt dxu a0u, bah, c'est quelque chose qui est positif. Et à un point de mine, c'est négatif. OK? Et donc ça me dit qu'en fait, je peux utiliser la théorie des solutions de viscosité pour regarder l'équation. Donc, avant de faire ça, essayons de regarder un peu l'analogue du résultat de Signali dans le cas continu. Donc, qu'est-ce que ça va être? Je vais dire, je prends, donc ça, c'est un peu l'expérience de DP qui me dit ça, mais quel est le résultat que j'ai envie d'avoir? Le résultat, c'est, je prendrai une sursolution de l'équation. Donc, une sursolution, c'est juste l'équation, mais je mets un supérieur ou égal plutôt qu'un inférieur ou égal. Donc, je prends une sursolution, une sous-solution, et donc, ma propriété, c'est que si au temps initial, la sous-solution est plus petite que la sursolution, bah, elles vont rester dans le même ordre pour tout temps. OK? Donc, c'est l'équivalent de ce qu'on a vu précédemment. C'est vraiment si vous essayez de traduire que vous avez deux systèmes de particules et que vous pouvez les comparer, vous êtes en train de dire qu'il y a une fonction de répartition qui est au-dessus de l'autre. OK? Donc, comment on fait ça? Ben, encore une fois, c'est le même genre d'argument, c'est pas très compliqué. Je vais prendre un point, je me mets à un temps t où U il est plus petit que V partout, et j'imagine qu'il y a un point x bar où U touche V. D'accord? Donc l'image mentale, c'est qu'il y a U qui est en dessous de V à l'instant initial. Moi, je vous dis qu'il ne pourra jamais passer au-dessus. Bon, imaginons qu'il passe au-dessus, ben, ça veut dire qu'il y a un moment donné où il l'a rattrapé, il le touche exactement. Et qu'est-ce qui va se passer à cet endroit-là? Ah bah, à cet endroit-là, je sais que les dérivés de U et de V sont les mêmes, puisque c'est un point de max de U moins V. Donc deux fonctions. Donc ça veut dire que la dérivée de U moins V fait 0, donc la dérivée de U et la dérivée de V. Et là, la parabolicité de l'opérateur, ce qu'elle me dit, c'est ça. C'est que A0 de U en x bar, c'est plus grand que A0 de V. Ça, c'est parce que, encore une fois, x bar, c'est un max de U moins V, et l'opérateur A0 est linéaire. Donc vous savez que A0 de U moins V est positif, donc A0 de U est plus grand qu'A0 de V. C'est comme si je comparais les dérivées d'ordre. Et donc, bah, du coup, j'utilise juste mes EDP, quoi. Je sais que dtu, il est donné par le dp. Dxu, c'est égal à dxv, donc je peux remplacer. Et maintenant, le A0u, bah, je peux le comparer avec A0v, et ce truc-là a un signe. Je sais que ça a toujours le même signe, je sais que dxv est toujours positif. Et donc, j'en viens à dire que dtu, il est plus petit que dtv. Donc, c'est la même propriété. U, il ne peut pas w. Il va rester en dessous. OK. Donc, ce que je ne vais pas vous présenter trop aujourd'hui en détail, c'est la théorie des solutions de viscosité. Et bon, j'espère que vous me pardonnerez. L'idée, c'est que c'est assez technique et je ne pense pas que... Enfin, pour des équations assez simples, c'est quelque chose qui n'est pas trop lourd. Mais là, comme l'opérateur A0, il est intégral, il y a beaucoup de spécificités qui viennent au milieu. Donc, pour ne pas se mélanger, je n'en parle pas. Mais c'est des choses qui sont assez bien connues dans la littérature. Donc, je vais quand même vous dire à quoi ça sert. Ça sert que la théorie des solutions de viscosité, ça sert à prendre la preuve que j'ai fait avant, où j'ai supposé que U et V étaient réguliers, je pouvais écrire tout ce que je voulais. Et ce que je vais faire, c'est je vais dire, OK, quels sont les ingrédients minimaux pour que cette preuve passe avec juste des U et V qui, en gros, sont localement bornés. Donc, je vais pouvoir parler des solutions de mon EDP sans aucune régularité. OK? Les ingrédients là-dedans sont assez élémentaires. Et le gros avantage, c'est que ce principe de comparaison donne de la stabilité. Okay. Je vais vous expliquer d'où vient un exemple de stabilité sur la convergence du système de n particules. Mais c'est vraiment, je dirais, l'idée qu'il faut avoir en tête, c'est les solutions de viscosité, on utilise à mort la stabilité de l'équation. Et donc voilà, comme je vous disais, le côté intégraux différentiel de l'équation, c'est pas trop compliqué, c'est des difficultés techniques, mais qui sont bien documentés dans la littérature. Il y a fin des années 90 jusqu'à 2008-2009, quelque chose comme ça, il y a eu pas mal de papiers sur le sujet qui nous expliquent un peu ce qu'il faut faire. Donc, on est en terrain connu. Donc voilà, juste je vous mets la définition d'une solution de viscosité. Mais donc c'est de dire que U est une sous-solution, c'est une fonction qui est SCS, et telle que vous prenez une fonction régulière phi,
un point de maximum local strict de U moins phi. Et en fait, vous allez remplacer U par phi dans l'équation. Et bon, comme je suis un terme intégraux différentiel, loin de la singularité, je remets U. C'est des détails assez techniques. C'est juste pour vous montrer, pour me justifier un peu de ne pas trop vous en parler. Désolé. Donc maintenant, on va voir un peu comment est-ce qu'on peut utiliser ces arguments au niveau de l'EDP. Donc, d'abord sur l'EDP assez simple, entre guillemets. Donc, le théorème, donc voilà, là, je mets nos noms, on l'a fait, mais si vous voulez, la partie, il existe une unique solution de l'EDP pour une donnée initiale, ça, c'est quelque chose que les gens savaient déjà. C'est juste nous, quelque part, c'est presque une définition, c'est dire, on va la caractériser. Je veux dire que dans toute la suite de l'exposé, quand je dirais que j'ai une solution de mon équation M, qu'est-ce que moi je pense pour la caractériser? C'est qu'en fait, je pense à la primitive U et je dis que la primitive est l'unique solution de l'EDP qui est là. Voilà. Donc, donc le théorème, c'est il existe une unique, donc il y a la partie existence, la partie unicité. La partie unicité, elle vient directement du principe de comparaison que je vous ai donné. Donc ça, c'est vraiment cette, si je prends une sous-solution, elle est plus petite qu'une sur-solution. Ben, une solution de viscosité, c'est quelque chose qui est à la fois une sous-solution et une sur-solution. Donc, si vous en prenez deux, ben, il y en a un coup, vous dites que U1, c'est la sous-solution et U2, c'est la sur-solution, donc U1 est plus petit que U2. Et un coup, vous dites que c'est dans l'autre sens. Donc, vous pouvez comparer les deux. Donc, bon, l'unicité, c'est assez cheap. C'est le, comment dire, c'est un peu tricher d'être content de l'unicité des solutions de viscosité, puisque vous construisez vous définissez les solutions sur la preuve de l'unicité. Donc, normalement, c'est l'ingrédient. Enfin, si vous ne l'avez pas, c'est qu'on se trompé quelque part. L'existence, c'est un peu plus, il faut faire un peu plus attention parce que du coup, j'ai affaibli la notion de solution. Donc, faut faire un peu gaffe. Et une bonne preuve, c'est par exemple ici, c'est en passant par le système de particules. Donc, j'ai un peu expliqué ça. Et bon, sinon, je pourrais rajouter des régularisations paraboliques. Donc, je rajoute un epsilon dxx dans mon équation et je passe à la limite quand epsilon par hasard. Donc voilà, ça c'est un truc qu'on peut faire où je vais dire que pour regarder l'existence, je vais regarder ces trucs-là et évidemment ce terme type un peu noyau de la chaleur dans mon EDP, il va régulariser un peu tout ce qui se passe, ça va être plus facile. Donc je vais avoir un M epsilon, un U epsilon et en fait, on peut montrer que quand on passe à la limite epsilon tend vers 0, on retrouve bien ce qu'on avait. Ok. Donc un résultat qui est un peu plus nouveau, disons, dans la littérature, c'est la convergence système de particules. Alors, la convergence était très bien comprise. On avait une très bonne convergence en loi. Et donc, nous, on peut juste montrer que, par exemple, on a une convergence presque sûre, en fait. Donc, c'est un peu nouveau. Et le côté presque sûr est entièrement lié au fait que le terme de bruit disparaît à la limite. Que quand j'écris mon système de particules, mon BVI, il est multiplié par un sur racine de n. Mais je trouve que c'est un bon exemple de l'intérêt des solutions de viscosité. Parce qu'en fait, comment on peut prouver cette convergence? Ben, je prends mon système de particules, donc mes lambda INT, et je regarde UN, leur fonction de répartition. Donc UN, je n'ai pas noté, mais on est d'accord que c'est une variable aléatoire, il dépend de oméga. Et en fait, ce qu'on peut montrer, et donc ça c'est des résultats classiques, disons, de solutions de viscosité, c'est des résultats de stabilité de Barle et Souganidis, c'est que en général, l'avantage avec les solutions de viscosité, c'est que si vous prenez le sup de solution, c'est une sous-solution. D'accord? Donc moi, ce que je veux dire, c'est que quelque part, les UN, je suis solution du système à une particule. Donc bon, je suis pas loin d'être solution de l'équation limite. Et donc, ce qu'on peut prouver, c'est que la lim sup de ces UN, c'est une sous-solution de l'équation. D'accord? Mais en fait, par le même raisonnement, la lim 1 a tendance à être une sursolution. Ok, donc c'est là où les solutions de viscosité sont pratiques. C'est bon, en général, on se dirait qu'on prend l'inf de solution, on se dit que je vais être une sous-solution, mais non. En l'inf, je suis une sur-solution. Et le sup, je suis une sous-solution. Et maintenant, le principe de comparaison me dit
qu'une sous-solution, c'est toujours plus petit qu'une sursolution. Et donc, en fait, comment on prouve ça? Il suffit de montrer que la ligne sup, c'est une sous-solution. Et après, bon, pareil, la ligne marge sera une sursolution. Et j'utilise le principe de comparaison que je vous ai donné juste avant. Et ça va automatiquement me donner que la ligne sup est plus petite que la ligne marge. Donc, elles sont égales. OK? Et ça, et là-dedans, je ne prends pas le oméga. Donc, oméga par oméga, enfin, si vous voulez presque sûrement, vous avez un objet limite. Et comme vous avez un objet limite, il s'encadre, donc il est à la fois sous-solution et sur-solution, et vous savez qu'il n'y en a qu'un. D'accord? Et donc, je ne vais pas vous détailler la preuve du passage, encore une fois ici, qui est vraiment des trucs d'analyse un peu techniques, mais c'est très classique. C'est des arguments qui ont été faits dans les années 90 pour justifier, si vous voulez, la stabilité des schémas numériques pour les EDP, mais bon, c'est le même genre d'argument. Vous prenez une discrétisation de l'EDP, et on peut montrer que vous allez bien pouvoir passer à la ligne. Il y a quand même des petits loups, mais rien de trop méchant. Donc c'est ce que je vous ai dit. L'idée de cette preuve, j'aimerais bien dire que la ligne sup, c'est une sous-solution. Et donc, je vous ai donné la définition, ça veut dire que je vais prendre une fonction phi, je vais dire qu'elles ont un point de maximum. Enfin, en gros, c'est comme si je voulais comparer mon UN avec une fonction régulière phi. Et donc, pour l'objet à droite, j'ai naturellement un système de particules qui est associé, qui sont mes lambda i qui me définissent mon UN. Et donc, moi, ce que je vais dire, c'est que, en fait, je prends le phi, et c'est comme si j'avais créé un système de particules fictif qui est tel que, quand je passe à la limite dans ce système de particules, je retrouve phi. Donc, c'est facile si vous avez une fonction qui est croissante, vous mettez des particules de temps en temps pour que quand vous passez enfin, pour que, si vous voulez, je vois le phi comme une fonction de répartition et je me choisis un système de particules pour lequel ce phi est fonction de répartition. En fait, c'est qu'on peut toujours à peu près y arriver. Et du coup, j'ai un système de particules pour les phi, un système de particules pour les u. Eux, je peux les comparer puisque j'ai ma comparaison discrète. Et après, en repassant à la limite, on retombe sur les propriétés que j'avais annoncées. Ok. Donc ça, c'était pour le côté, disons, comparaison, stabilité. Un autre avantage de la stabilité qui va être un peu caché, c'est qu'en fait, c'est facile de prouver des identités. Donc là, il y en a deux, je vais vous en donner deux autres après. C'est des identités qui sont assez classiques sur le mouvement brownien de Dyson. C'est juste que c'est plus facile à justifier. Quand vous avez un bon résultat de stabilité, en fait, parce que vous allez dire, ah ben, je prends une... vous allez vous allez dire quoi, les fonctions régulières, je sais le faire. Et en passant à la limite, vous allez dire que vous pouvez le faire pour des solutions plus générales. Donc, bon, c'est des propriétés assez classiques. Donc, le mouvement brownien de Dyson, en gros, c'est une contraction pour les distances de la searchline. Donc, pour n'importe lesquelles. Vous prenez deux conditions initiales, M0 et M', les flows associés, bah, vous avez contracté en la searchline. Les normes LP, elles diminuent. Donc, c'est ce que j'ai essayé péniblement de marquer là. Donc, ça, c'est dire que la norme LP au temps t, elle est plus petite que la norme LP au temps 0. Et vous avez quelque part exactement un peu le terme d'énergie qui vous dit la décroissance de la norme LP. Bon, c'est des estimés qui peuvent être utiles pour faire un peu d'analyse et des extensions dont je vais essayer de parler plus tard. Bon, et puis, il y a d'autres relations pour l'entropie ou l'entropie libre. Donc, c'est encore une fois, je ne prétends pas qu'on réinvente quelque chose, c'est juste qu'on a donné des preuves un peu analytiques pour justifier les passages à la limite. Mais disons que c'est des identités, enfin, si vous supposez que tout est régulier, c'est juste du calcul, il y a rien de faire. Voilà, donc ça, par exemple, le E qui est ici, c'est l'énergie du système. Donc c'est pour cette énergie-là qu'on est en flow gradient. D'accord? Et donc, c'est le log que j'intègre deux fois contre M, et bon, si vous voulez, l'interaction elle est en 1 sur X, donc le potentiel d'1 sur X, c'est le log. Vous êtes en train d'intégrer le log deux fois contre toutes les particules. C'est l'énergie
ceux qui aiment bien la physique, c'est l'énergie interne du système. Voilà, donc un résultat qui est, pour revenir sur le point de tout à l'heure, c'est il y a un effet régularisant dans les équations de Dyson qui est connu, enfin, je pense que c'est Philippe Biane qui est en premier à montrer ce genre de résultat. Et donc, vous partez de n'importe quelle mesure et instantanément, vous êtes votre densité, elle est dans l'infini et vous avez un coefficient 1 sur racine de t. Donc, en fait, Philippe montre beaucoup plus, il montre que même on est C1 tiers instantanément. Et donc, là, je ne mets pas parce que quelque part ici, moi, je mets cette preuve. Donc, c'est une autre preuve qui est moins combinatoire. Et donc, dans le cas de Dyson, elle donne des résultats qui sont beaucoup moins bien. Parce que je n'arrive pas à montrer que le M de t est continu. Et c'est quelque chose qu'on aimerait bien arriver à faire. J'arrive juste à montrer qu'il est dans l'infini. Et de l'autre côté, la preuve de l'infini, elle est assez facile. C'est encore une fois des comparaisons. Et je me mets en point de max de M. Et je montre que j'ai une ADP de ce type-là qui me donne un caractère. Alors, c'est pas un 2, c'est un 3 normalement, pardon. J'ai oublié un bout de mon équation. Parce que c'est. Voilà. Je crois que j'ai un 3 ici. Et donc, vous voyez, si vous avez une équation comme ça, vous savez que ça vous donne un effet régularisant. Si vous avez un x point est plus petit que moins x2, vous pouvez comparer ça avec 1 sur 3. Bon, ici, je pense que c'est puissance 3, et donc du coup, vous pouvez comparer ça avec 1 sur racine. Donc, et l'avantage, c'est que cet effet régularisant, quand on le prouve comme ça, on peut le faire pour des drifts plus généraux. Donc, ça c'est quelque chose. Maintenant, je vais passer à des cas un peu plus généraux, mais c'est le truc, c'est qu'on s'en sert quand on a voulu regarder des équations plus générales. On se sert de ce genre de propriétés. OK. Voilà. Et je dirais que c'est on aimerait vraiment bien arriver à montrer que c'est continu, quoi. Ça nous aiderait dans pas mal de cas, d'arriver à avoir un résultat un peu plus précis. OK. Donc tout ça, c'était sur le cas Dyson. Et maintenant, je passe un peu à des généralisations. Donc en gros, je me dis, OK, j'aimerais bien comprendre des équations comme ça. Donc j'ai changé la transformée de Hilbert par un opérateur plus général. Et donc qu'est-ce que c'est? Donc je réécris mon phi de x, mon phi de y sur x moins y carré par, je rajoute un z. Encore une fois, l'intégrale, elle est, faut faire gaffe, c'est assez formel. Mais maintenant, je dis, bah en fait, je vais rajouter un c de x et de z devant. Je rajoute un noyau un peu plus général. Et j'aimerais bien dire, OK, sous quelles hypothèses sous C, est-ce que je peux faire quelque chose? Donc le côté comparaison, lui, j'utilisais juste la positivité de C en fait. Donc dès que C est positif, je sais que je vais conserver toutes ces propriétés de comparaison que j'ai mentionnées. Et pour la comparaison aussi, c'est important que le B ne dépende pas de M. Mais bon, je peux faire ça et je peux toujours. Moi, ce que je dis, c'est j'en ai regardé des équations comme ça et je vais les intégrer. Même technique, et j'ai toujours le droit de les intégrer pour la même raison. Les divergences vont partir et je peux l'écrire l'équation comme ça. OK. Ah, donc j'avais mis ça quelque part. Donc pourquoi vouloir regarder des généralisations comme ça? Alors, donc il faut manger, donc c'est des nouvelles questions de DP, mais bon, c'est pas notre première motivation. Il y a un côté où la partie intégrale, un noyau un peu plus général, en fait, ça peut s'obtenir assez naturellement quand on regarde le mouvement brownien là, disons là-dedans, BW, ce serait le mouvement brownien de Dyson classique. Donc, si moi, je dis, au lieu de rajouter un incrément de Dyson, ben, je le perturbe en multipliant devant et derrière par une fonction de ma matrice A. Donc, A, c'est une matrice qui est symétrique, hein. Donc, sigma de A, vous pensez, je diagonalise et je prends la fonction sigma sur les valeurs propres. C'est un truc qui est bien défini pour une fonction de R dans R régulière. Donc, en fait, si vous regardez des termes comme ça, ben, vous pouvez faire toute la théorie classique et vous allez retrouver, au lieu d'avoir la transformée de Hilbert, vous allez avoir un coefficient de demande.
Et donc, il y a d'autres modèles qui s'écrivent à peu près pareil, qui ressemblent, mais pas trop. Donc, le modèle unitaire, par exemple, ou le modèle de Vichat. Donc, ça ressemble beaucoup à Dyson, mais ça change. Donc, par exemple, le modèle de Vichat, c'est essentiellement la même chose, mais le C, c'est de X, c'est X, quoi. Donc, on a envie de dire, qu'est-ce qu'on peut faire dans tout ça. Et, et ça, c'est le point qui fait un peu la transition avec la dernière partie de l'exposé qui va venir dans pas trop longtemps, j'espère. C'est que de considérer des termes de drift généraux, ça va être très important pour nous parce qu'on voulait regarder des questions de grande déviation. Et donc, on aimerait bien comprendre ces équations avec des termes B qui peuvent être singuliers. Donc là, c'est un peu, si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces équations générales? Et en fait, on peut dire essentiellement la même chose. Donc, il faut faire des hypothèses sur le C, sur le B, qui me caractérisent la généralité que j'ai le droit d'utiliser. Mais en gros, si le C, il n'est pas dégénéré, donc si la comparaison, elle va rester forte, disons, et que mon drift, il n'est pas trop singulier, bah alors je peux dire pareil, étant donné n'importe quelle mesure initiale, j'ai un effet régularisant dans l'infini, et je peux dire qu'il existe une unique solution de viscosité à l'équation en U, et ça va me caractériser un unique objet en L. Ok. Et donc, comment on fait ça? L'unicité, c'est la stabilité des solutions de viscosité. Il faut un peu plus suivre parce qu'il y a des termes qui viennent, mais ça passe assez bien. Et l'argument d'existence, c'est des arguments de compacité qui viennent vraiment de l'effet régularisant en norme à l'infini. Parce que moi, comme je ne travaille pas au niveau des M, comme moi je travaille au niveau du U, avoir une borne à l'infini sur M, c'est avoir une borne sur la constante de Lipschitz de U en X. Et on se dit que quand on a des cas comme ça, on est bien pour utiliser Ascoli-Arzela. Si j'ai une suite de fonctions qui sont équiliptiennes, pouvoir passer à la limite assez tranquillement. Donc ça me donne une borne sur la dérivée en X. Il faut un peu bosser pour avoir une borne sur la dérivée en temps et qu'on déduit de la dérivée spatiale. Donc une fois que j'ai des estimés comme ça, bon, on peut passer à la limite assez sereinement. Ok, et donc on peut regarder des cas, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, parce que là justement je voulais dire, pardon c'est ça, donc maintenant, bon, bref, on peut regarder des cas où même on n'a plus le principe de comparaison. Donc si vous voulez, le C il n'est pas positif partout, il est positif que vraiment au niveau de la singularité, au moment où deux particules vont se toucher, là on dit bon qu'elles se repoussent un petit peu, mais le long de la singularité, il peut se passer des choses un peu plus bizarres. Je dirais que ça c'était plus de curiosité. On peut faire des choses, mais je suis pas sûr que c'est un grand intérêt. Donc, ce sur quoi j'aimerais finir cette présentation, c'est des questions qui nous ont intéressés récemment avec Pierre Lelion et Takis Souganidi autour des grandes déviations du mouvement brownian de Dyson. Donc, encore une fois, il y a plein de choses qui sont connues dans la littérature et on veut pas, on n'a pas la prétention comment dire, d'améliorer les résultats, quoi que ce soit, juste on donne un autre point de vue et d'autres arguments. Et donc, pour quelqu'un qui est comme moi, qui suis plutôt EDP que Proba, comment est-ce que je vois les grandes déviations? Donc, je vais repartir du système de base. Donc, je repars de mes lambda i. Donc, ça, voilà, c'est le système que j'avais. Et la question que je pose, c'est, OK, quelle est par exemple la proba que, à un temps grand T, un temps que je me donne, que lambda t soit dans un certain espace? D'accord? Donc, si n est grand, je sais que ça va être tel que la mesure empirique de mes lambda il est proche de la solution de Dyson. Mais si le A, il n'est pas proche de ce truc-là, s'il est éloigné, donc à quoi vont sembler les fluctuations? Et donc, moi, bah, je me dis, OK, je vais écrire Feynman-Katz, quoi. Je vais écrire les formules de représentation. Donc, je me souviens plus si je l'ai fait ou pas. Non, je l'ai pas écrit. Mais en gros, le U n de t lambda égale la proba de lambda que lambda t soit dans A. Bah, j'écris la proba que lambda t est dans A comme l'espérance de l'indicatrice. D'accord? Ça, je vais écrire ça comme l'espérance de l'indicatrice. Et moi, ce que je dis, c'est, OK, ce qui m'intéresse, c'est en fait, c'est le UN de t égale à 0 et un certain lambda, une certaine configuration initiale.
mais ayant une approche un peu dynamique et disant, OK, ben, est-ce que peut-être que ça va m'aider si je peux regarder cet objet-là pour tout T, pour tout lambda. Et donc ça, c'est vraiment les formules de représentation de Feynman-4 qui me donnent le dp qui est satisfait par U, puisque je définis U comme l'espérance d'une quantité qui dépend de la réalisation terminale d'un processus. Et le processus, je connais son générateur. Son générateur, il est simplement donné par le système de DS qui sont là. Donc là, c'est vraiment dire, OK, je fais Feynman 4, et ça me dit que le U est solution de cette équation. Que le U est déterministe, hein, c'est la proba. Et donc à partir de là, OK, donc voilà, ça c'est mon U. Et bon, ça c'est le côté un peu grand dev. On se dit que bon, le U, si le A il est un peu loin de la moyenne, enfin de la fluctuation, enfin de la valeur typique, je m'attends à ce que j'ai un comportement un peu logarithmique, enfin exponentiel, soit exponentiellement petit. Et ça correspond à quoi en termes de dp? Ça, c'est dire qu'on fait la transformée de hop-call, en fait. Donc, je vais dire que ce qui m'intéresse, là, c'est pas U, c'est V. D'accord? Donc, souvent, on dit que U, il est exponentiel de moins une certaine constante fois V, mais enfin, moi, j'écris comme ça. Donc, V, c'est ma fonction de taux. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que la fonction de taux, elle est solution de cette équation. Et dans cette équation, le truc qui est important, c'est ce terme en gradient carré. D'accord? Ça, c'est un terme, donc c'est un terme non linéaire qui est apparu quand j'ai fait cette transformation. Et ce terme non linéaire, en fait, on peut l'interpréter aussi comme un terme. Si vous voulez, j'aurais la même équation si j'avais un problème de contrôle optimal. Les équations de contrôle optimal, c'est les équations d'Hamilton, Jacobi, Bellman, et elles me donnent des termes extrêmement similaires. OK? Et donc, maintenant que j'ai mon équation en V, mais là, maintenant, je vais passer à la limite. Et c'est plus facile, en fait, de comprendre, quelque part, c'est de dire que c'est le bon rescaling dans 4 sur n carré, fois le log. C'est ça le bon rescaling de mon U. Et du coup, maintenant, je dis, OK, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la limite quand j'ai beaucoup de particules. Donc, moi, je vais dire, pas de souci. Quand j'ai beaucoup de particules, je m'attends à ce que ce V de T lambda, il ressemble à une fonction de la mesure empirique de mes valeurs courantes. OK? Donc ça, si vous voulez, de poser ça comme ça, c'est un peu le côté conjecture, et c'est ce qu'on veut prouver. Ce que je veux prouver, c'est que Vn, la solution de cette équation-là, quand n tend à l'infini, il va approcher le U, qui est l'unique solution de l'équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman qui est là. Alors, elle est un peu méchante, et c'est une EDP non linéaire qui est posée sur l'espace des mesures de proba. OK, donc bon, déjà, il faut parler. Donc, je vais être assez flou là, mais il faut parler de la dérivée sur l'espace des mesures de proba. C'est un truc qui est pas. C'est pas un espace hilbertien, donc, enfin, comment dire, il y a pas de gradient, donc la dérivée, c'est un objet qui n'est pas très intrinsèque. Il faut faire un peu attention comment on le définit. Mais si vous voulez, c'est l'équation que j'ai. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est on a étudié cette EDP-là. On a étudié cette EDP-là et on a montré que on avait bien la convergence que je vous ai énoncée. Et donc, en fait, ça me dit, si vous voulez, que le U calligraphique, c'est la fonction de taux. C'est ça qui me donne les fluctuations. Donc voilà, ça c'est notre résultat. Ah oui, on a regardé ça pour des conditions terminales. J'aurais peut-être dû mentionner. Donc dans le U, on se souvient, le U c'est la proba de machin. Donc j'aurais ça comme l'espérance de la fonction indicatrice. Donc là, j'ai l'indicatrice normale. Ça fait 1 si x est dans A et 0 sinon. Donc quand je passe au changement exponentiel, c'est une autre forme de fonction indicatrice. C'est plutôt l'indicatrice dans l'analyse convexe. Mais c'est 0 si vous êtes dans A et plus l'infini si vous êtes ailleurs. OK? Vous avez pris le log enfin moins le log de ce que vous aviez. Et donc nous, on a regardé cette équation que pour des fonctions comme ça un peu particulières, où cette condition-là fait 0 si vous êtes sur une cible m étoile, et plus l'infini par tout ailleurs. Donc en fait, c'est comme si on regardait vraiment les fluctuations autour du fait qu'à l'instant t, grand T, vous êtes distribué suivant m étoile. C'est ce à quoi ça correspond. Et donc, il y a une condition sur m étoile pour que il y ait une solution. Donc, c'est que son énergie soit finie.
si M étoile, il n'y a pas d'énergie finie, ça ne marche pas. Il y a des arguments très profonds pour lesquels ça va pas marcher. Et dès que c'est le cas, en fait, vous avez une unique solution de viscosité de l'EDP, et c'est la limite des équations finidimensionnelles. Donc voilà, donc ça étend des résultats de la littérature, enfin ça étend, pardon. Bon, je ne sais pas trop comment dire, mais c'est une autre approche sur des résultats de grande déviation sur la matrice aléatoire qui existait déjà, qui avait un point de vue pas si différent que ça, mais parce qu'au fond, quand on regarde les calculs en détail, on tourne autour beaucoup de ces problèmes-là. Mais là, on utilise vraiment la stabilité de l'EDP limite. Et donc voilà, pour faire ça, on avait besoin d'un peu toutes ces estimées que je vous ai un peu placées les unes après les autres sur l'équation M, et d'aussi arriver à les justifier quand j'ai des drifts qui sont réguliers, parce qu'en fait, comment est-ce qu'on obtient ces grandes déviations? C'est comme si, quelque part, je me pose la question de quelle est la déviation la plus probable pour arriver dans l'état M étoile à la fin. Ben, en fait, c'est de mettre un certain drift qui a une énergie finie. Et donc, même s'il a une énergie finie, il n'est pas forcément régulier. Et donc, il fallait comprendre un peu la nature de ces équations avec des drifts singuliers. Donc voilà à quoi ça nous servait. Il fallait utiliser la stabilité de l'équation de JV sur l'espace de mesure, qui est quelque chose sur lequel il y a pas mal de travaux en ce moment et qui n'est pas forcément évident. Ok, donc les références, on avait fait 2 papiers sur le cas un peu, disons, Dyson et ses extensions. Le résultat sur les matrices aléatoires, il n'est pas encore en ligne. Ça ne devrait pas trop tarder. Il y a Pierre-Louis qui l'a fait en détail dans son cours l'année dernière au Collège, enfin en détail. Il l'a présenté dans son cours l'année dernière au Collège de France. Et je mentionne aussi un travail en cours avec Valentin qui est ici, où on s'intéresse au cas unitaire. Donc qui n'est pas forcément évident, puisque dans tous ces trucs, on prend la fonction de répartition, et je dis je peux comparer les fonctions de répartition, mais dans le cas unitaire, les valeurs propres, elles vivent sur le cercle. Donc c'est pas facile de comparer des valeurs propres sur le cercle, quoi, puisqu'on tourne vite en rond. Mais bon, il a réussi à s'en sortir, donc c'est vrai. Merci beaucoup.